चीन मुर्दाबाद! चीन मुर्दाबाद करता है। जिस तरीके से चीन के द्वारा नापाक हरकत हमारे देश के ऊपर किया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक 130 करोड़ आबादी के लोगों से अपील है, और जो विदेश में बैठे हुए हमारे एनआरआईज हैं उनसे अपील है कि चाइना के वस्तुओं का, चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें, और एक आर्थिक युद्ध चाइना के खिलाफ हम भारतीय और एनआरआईज जो अप्रवासी भारतीय उनको छेड़ने की जरूरत है। 火炮集群首先对敌前沿指挥观察所和暴露步兵进行火力压制，装甲集群持续攻击敌前沿地堡群，迅速对敌纵深目标发起攻击。特战队员也搭载直升机进行。 L'Égypte va-t-elle entrer en guerre en Libye? Samedi 20 juin, le maréchal président Al-Sisi a profité de son passage en revue des troupes égyptiennes pour annoncer que son pays pourrait intervenir directement en Libye. Outre le motif de la légitime défense, Al-Sisi justifie son intervention potentielle en retournant contre Erdogan son propre argument. La Turquie se dit légitime d'être en Libye parce que conviée par le GNA de Sarraj. L'Égypte affirme aussi l'être, mais cette fois en raison de l'invitation par le Parlement élu de Tobrouk. Précisons tout de même que seul le GNA de Sarraj est reconnu par l'ONU. Mais cet argumentaire permet à Al-Sisi de se construire un semblant de légitimité internationale et d'imposer un ultimatum. Le président égyptien enverra ses troupes dans l'est libyen si les forces fidèles à Tripoli dépassent cette ligne rouge. Cette ligne a comme point la ville de Sirte au nord et au sud probablement la base militaire d'Al-Djoufra qui donne son nom à l'une des 22 subdivisions de la Libye. Sirte est depuis plusieurs années déjà l'enjeu majeur, stratégique de tout le conflit libyen. Déjà en 2011, elle était l'ultime bastion de Mouammar Kadhafi qui est mort le 20 octobre. En 2015, elle est tombée aux mains des djihadistes de Daesh qui en ont fait la capitale de l'État islamique en Libye. Cette ville est la porte d'entrée vers l'est libyen, vers les villes de Benghazi et celle de Tobrouk. Et derrière cette ligne se trouve le bassin de Sirte, une zone qui contient le croissant pétrolier, entre 70 et 80% des réserves de l'or noir du pays. Un pétrole acheminé jusqu'aux terminaux ou raffineries situées sur la côte.
La ligne rouge d'Al-Sisi est à bien des égards donc une ligne noire, noir pétrole. Et si les soldats d'Haftar perdent la confrontation qui s'y déroule actuellement, l'affaire pourrait être pliée. Sans l'Est, le pouvoir d'Haftar, dans des négociations futures et éventuelles, sera évidemment réduit à peau de chagrin. Précision importante, si Al-Sisi tape du poing sur la table, c'est aussi parce que Sarraj n'a toujours pas accepté sa proposition de cessez-le-feu, réclamée après la déroute d'Haftar ce 6 juin. Mais les conditions exigées par la Turquie et Sarraj, à savoir le retrait des pro-Haftar de Sirte, étaient inacceptables pour Al-Sisi. L'Égypte menace donc d'entrer en guerre, mais peut-elle seulement lancer une telle opération ? Grâce à des investissements colossaux en matériel militaire, Al-Sisi a une armée forte et bien équipée. Son régime autoritaire lui assure le soutien de son armée, et une guerre est souvent très bonne pour le peuple. Enfin plutôt très bonne pour asseoir toujours plus son autorité sur le peuple. Mais l'Égypte est déjà en guerre sur son territoire, dans le Sinaï, contre une rébellion où se mêlent tribus bédouines et djihadistes. Un bourbier dont elle ne parvient d'ailleurs pas à s'extraire. S'il n'est pas écarté, l'affrontement direct avec les troupes libyennes de Sarraj et les soldats turcs d'Erdogan est donc peu probable. En revanche, rien n'empêche Al-Sisi d'envoyer ses militaires de l'autre côté de la frontière afin de dissuader Tripoli et Ankara, et par le même coup de redonner du courage aux forces récemment défaites d'Haftar. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui ont tous deux immédiatement soutenu l'entreprise d'Al-Sisi, pourraient l'encourager pour contrer le grand rival régional turc. Et la dernière réunion de la Ligue arabe, qui s'est tenue ce mardi, a confirmé ce soutien. Alors se dirige-t-on vers une régionalisation de la guerre en Libye ? Comment l'Algérie va-t-elle se placer, elle qui a récemment accueilli les deux camps et qui se veut être le nouveau juge de paix ? Comment la Turquie, puissance majeure en Libye et dont l'influence ne cesse de croître dans tout le Moyen-Orient, réagira-t-elle à l'ultimatum égyptien ? Nous reviendrons sur cette dernière question avec Didier Billion, spécialiste de la Turquie en fin de semaine dans Des Alliances, l'entretien. كذا حنقول واحد فيهم تعال شوف شو عم يصير؟ مو بعرف خيو معقول يكونوا عم يفجروا المعامل تبعت السلاح؟ هو مو ضرب عم تشيل على الدنيا يا Pourquoi donc consacrer en pleine crise sanitaire une édition de Géopolitis au péril nucléaire? Eh bien parce que jamais depuis 60 ans, depuis la crise des missiles à Cuba, la menace n'a été aussi grande. La situation sur le plan de la sécurité internationale est désastreuse, estiment même les experts de la prolifération et de l'armement atomique. Entre les grandes puissances détentrices de l'arme ultime, fini la coopération et les équilibres qui prévalaient à la fin de la guerre froide. Nous sommes passés au stade de la compétition, voire même de la confrontation. Russes, Américains, Chinois expérimentent de nouveaux types de missiles qui font voler en éclats les bons vieux concepts de dissuasion. L'administration Trump envisagerait même de reprendre des essais nucléaires abandonnés depuis 1992, selon des fuites révélées récemment par le Washington Post. Entre l'Inde et le Pakistan, tous deux détenteurs de la bombe, rarement les tensions n'ont été aussi vives. L'accord sur le nucléaire iranien est à l'état de mort clinique et la Corée du Nord, en pleine pandémie, a procédé encore à quelques tirs de missiles. Tout aussi inquiétant est l'abandon ou le non-renouvellement des traités qui permettaient aux grandes puissances de se contrôler mutuellement. C'est toute l'architecture de la sécurité internationale qui se fissure. Elsa Angenolfi. C'est le dernier coup asséné au système international de contrôle de l'armement. Les États-Unis se retirent du traité Open Skies. La Russie n'a pas respecté le traité. Tant que c'est le cas, nous nous en retirerons. Ce traité Open Skies, qui autorise certains vols de surveillance militaire, a été signé en 1992 par une trentaine de pays. Il permet aux signataires de survoler les territoires d'autres membres pour observer leurs activités militaires. Le retrait américain est un pas de plus dans le démantèlement des accords de sécurité issus de la guerre froide. Mais ce n'est pas le premier.
En 2001, les États-Unis avaient déjà dénoncé le traité ABM, un accord sur les missiles antibalistiques signé en 1972 par Richard Nixon et Léonid Brejnev pour l'Union soviétique. Il limitait les capacités de défense contre les missiles nucléaires. Une limite qui a fait voler en éclats le président Bush au prétexte de mieux protéger l'Amérique face aux menaces du XXIe siècle, le terrorisme, l'Iran ou la Corée du Nord. L'année dernière, Washington s'est aussi retiré du traité FNI sur les forces nucléaires intermédiaires signé en 1987. Il interdisait le déploiement de missiles d'une portée de 500 à 5500 km. La Russie et les États-Unis se sont mutuellement accusés de ne pas le respecter. Un quatrième accord est en danger, le traité New Start sur les armes stratégiques, signé en 2010 par Barack Obama et Dmitri Medvedev. Il prévoit une diminution des ogives nucléaires et des missiles de longue portée, plus de 5500 km. Il arrive à échéance en février 2021. Avant toute nouvelle négociation, Donald Trump demande que la Chine intègre les discussions, ce qui semble peu probable. Le monde compte aujourd'hui plus de 13 000 ogives nucléaires réparties entre 9 États. La Russie et les États-Unis, à eux seuls, détiennent 91% du tout. 6 370 pour Moscou et 5 800 pour Washington. Vient ensuite la Chine avec 320 ogives, puis la France, 290, le Royaume-Uni, 195, le Pakistan, 160, l'Inde, 150. Israël, 90 et peut-être beaucoup plus selon certains experts. En dernière position, la Corée du Nord avec potentiellement 35 ogives, mais dont les nombreux essais de missiles font toujours trembler la planète. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes ancien diplomate français, enseignant au Centre de politique de sécurité de Genève. On a dit, Marc Fesneau, au début de cette émission, que la situation de la sécurité nucléaire internationale était catastrophique. Est-ce qu'on ne joue pas un peu à se faire peur? Écoutez, ce sont d'anciens dirigeants bien connus pour avoir travaillé à l'intérieur de ce système de défense, de dissuasion nucléaire, comme Gorbatchev, Kissinger, George Shultz, l'ancien secrétaire d'État américain, ou William Perry, qui a travaillé sous Clinton, qui eux-mêmes le disent aujourd'hui, l'affirment, nous sommes dans un risque de guerre nucléaire plus élevé aujourd'hui que pendant la guerre froide. Pourquoi? Quelles sont les raisons profondes? Alors, c'est vrai qu'on reste un peu anesthésié par le discours officiel qui prétend que ce système repose sur la dissuasion, c'est-à-dire une défense pour faire peur, pour dissuader un adversaire d'attaquer. Mais en réalité, en fait, ce système est faux depuis le début, puisque on sait très bien qu'un pays ne va pas utiliser des armes nucléaires s'il sait qu'il risque une riposte, donc ce serait suicidaire. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, malgré le discours officiel, il y a une évolution des doctrines, mais aussi surtout des technologies, des armements, qui montrent qu'on se dirige vers un emploi de ces armes. Non plus de les garder à titre préventif, mais de bien les employer, donc des missiles plus rapides, plus précis, mais surtout capables d'être utilisés dans la bataille nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons économiques aussi qui poussent au développement de ces arsenaux nucléaires, à leur modernisation? Évidemment, c'est un lobby, un complexe militaro-industriel qu'avait dénoncé déjà le président Eisenhower dans les années 50, qui est tout puissant, qui peut se permettre d'inventer ou d'exagérer des menaces pour convaincre les gouvernements d'investir dans ces armements. On l'a vu par exemple aux États-Unis récemment avec une pression de ces lobbies pour réintroduire dans l'arsenal, dans la panoplie nucléaire américaine,
quelque chose qu'ils estimaient être manquant, c'est-à-dire d'un missile tiré de sous-marin, missile de croisière, avec une tête miniaturisée, encore une fois, donc capable d'être utilisé, mais aussi de conduire inévitablement à l'escalade. Alors, il y a la technique, la technologie, les nouvelles technologies, et puis il y a aussi l'aspect juridique. Trump apparaît, une fois de plus, je dirais, le méchant dans ces histoires, en annonçant ne pas vouloir renouveler tel ou tel traité. Mais au fond, est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Est-ce que ces traités issus de la guerre froide ne sont aujourd'hui pas devenus caducs, justement en raison des évolutions technologiques et des évolutions stratégiques? Alors, c'est vrai partiellement, mais les traités eux-mêmes, dans la plupart des cas, prévoient des mécanismes de vérification, de mise à jour, des commissions permanentes qui permettent d'échanger justement des informations ou des accusations. Alors que la stratégie de Trump, c'est de faire table rase, comme vous l'avez bien dit dans votre sujet, pour justement mener une politique de force, d'avantage, je dirais de pression pour amener les autres à finalement accepter la position américaine et s'incliner et accepter la domination américaine. Mais Trump dit par exemple, je sors du traité FNI de portée missile à portée intermédiaire parce que de toute façon les Russes ne le respectent pas. Il n'a pas tout tort en disant ça. Non, mais je dirais que les torts sont partagés parce que les Américains, comme les Russes, ont toujours essayé de grignoter un avantage. Alors, on est évidemment, encore une fois, dans une course. C'est-à-dire, la course, chacun essaie de la faire en tête, jusqu'à ce que l'autre, évidemment, s'en aperçoive. Et à ce moment-là, on peut, évidemment, c'est ce qu'ont fait tous les autres présidents, remettre les choses à plat, négocier un nouveau traité, renforcer les mécanismes de contrôle, de vérification, au lieu de dire, puisque vous ne le respectez pas, nous allons en sortir. Parce qu'à ce moment-là, finalement, c'est aussi donner carte blanche à l'adversaire de continuer à tricher, mais aussi, c'est aussi un encouragement à soi-même développer de nouveaux systèmes. Donc, au lieu d'avoir un système juridique qui tende à la réduction, à l'élimination, on est dans un système d'escalade et de course au armement. Alors à ce sujet, justement, on va s'arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, sur ces nouvelles armes susceptibles de transporter des ogives nucléaires. C'est un sujet, la course est lancée, c'est à qui possédera le missile hypersonique le plus efficace. C'est un sujet de Mélanie Oyon avec Guillaume Fialip. Hawaï, le 19 mars. L'armée américaine teste sa toute nouvelle arme stratégique, nom de code Glide Body. C'est un prototype de missile hypersonique capable d'atteindre au moins 5 fois la vitesse du son, soit plus de 6000 km/h. Des essais maintenus en pleine pandémie, les stratèges américains et le président Trump entendent bien montrer qu'ils ont de quoi répliquer face à la Chine et face à la Russie. Le fait de disposer de cette grande armée et de cet équipement ne signifie pas pour autant que nous devons les utiliser. Nous ne voulons pas les utiliser. La puissance américaine, tant militaire qu'économique, est le meilleur moyen de dissuasion. Un an plus tôt, Vladimir Poutine se félicitait d'avoir déjà dans son arsenal une nouvelle pièce maîtresse décrite invulnérable et conçue pour atteindre une cible en seulement quelques minutes. Le nouveau système Avangard est invulnérable, capable d'intercepter tous les missiles de nos adversaires. C'est une grande avancée, un immense succès pour notre pays. En plus d'être ultra rapides, les missiles hypersoniques ont l'avantage d'être facilement manœuvrables, même à basse altitude. Ils pourraient ainsi déjouer n'importe quel système de défense actuel, y compris les boucliers américains. La Chine a elle aussi misé sur ces nouveaux engins de glisse hypersoniques baptisés DF-17. Ils étaient le clou du spectacle lors de la parade célébrant le 70e anniversaire du régime communiste en octobre dernier. Le Royaume-Uni, la France et l'Inde développent eux aussi leurs programmes. Cela fait des dizaines d'années que les grandes puissances investissent dans cette arme du futur pour tenter de conserver une dissuasion nucléaire la plus crédible possible. En termes d'équilibre ou en termes de dissuasion, en quoi ces nouveaux missiles hypersoniques changent la donne? Alors, techniquement, en fait, ils n'apportent pas grand-chose, parce que
des missiles balistiques, à un moment aussi, ont une grande vélocité. Ils peuvent aussi être hypersoniques, avoir dépassé plusieurs fois la vitesse du son. Le problème, c'est qu'ils sont pas très précis. Donc, l'avantage des missiles dits hypersoniques, enfin, qui sont souvent des planeurs qu'on peut réorienter en hauteur, c'est qu'on peut viser des cibles beaucoup plus précisément. Mais la vitesse a aussi une importance, et c'est là où c'est négatif, parce que ça réduit le temps qui pourrait exister entre l'annonce d'un tir ou une menace d'un tir et une réaction éventuelle, ou surtout une négociation pour arrêter les hostilités. Donc la capacité de surprise devient plus grande en quelque sorte. Plus grande, mais c'est surtout, en fait, il faut voir leur finalité, c'est qu'ils sont là pour contourner les défenses. Et là, on est évidemment au cœur de cette course aux armements qui est aussi vieille que l'humanité, la course entre le glaive et la cuirasse, puisque, en fait, les pays qui ont déployé des défenses vont réduire la capacité de riposte de l'adversaire et donc vont être boucliers antimissiles, hein, c'est ça. Exactement. Ouais. Ils vont être encouragés à conduire une première frappe. Donc tout le système en soi est une atteinte à cette stabilité, à cet équilibre de la terreur, et va encourager les premières frappes, donc est un système très déstabilisateur. On a appris récemment que l'administration américaine envisagerait de reprendre ses essais nucléaires. Pourquoi? À quoi ça va servir? Alors, techniquement, à rien, puisque de toute façon, les grandes puissances nucléaires ont cessé les essais depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, mais ont néanmoins continué à développer qualitativement, surtout leur arsenal nucléaire, grâce aux simulations. Donc, on n'a pas besoin d'essais explosifs qui, de toute façon, causent des dommages considérables. Alors, pourquoi Trump laisse entendre qu'il va reprendre ça dans les déserts d'Arizona ou ailleurs? C'est d'abord une tactique pour faire pression sur la Russie et sur la Chine pour qu'ils acceptent finalement de céder aux conditions posées par Trump. C'est très dangereux comme tactique parce que ça peut aussi donner de mauvaises idées à d'autres. Des pays comme l'Inde, le Pakistan ou la Corée du Nord qui pourraient aussi reprendre leurs essais parce qu'eux pourraient en avoir besoin pour développer leur arsenal. Alors justement, la Corée du Nord, il y a 2 ans, ces rencontres très spectaculaires, très médiatisées entre Donald Trump et le président nord-coréen. Certains analystes disent peu resbrouf, on n'a rien obtenu. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous, avec ça? Alors, en soi, historiquement, c'est un événement, puisque ça a permis une sorte de normalisation des relations entre ces deux puissances qui sont toujours techniquement en guerre, depuis la guerre de Corée, des années 50. Mais là encore, on a vu que la technique de Trump, cette idée qu'on va conclure des deals d'homme à homme, de chef d'État à chef d'État, que ça ne marche pas, parce qu'il faut aussi avoir de quoi négocier. Et une négociation, un accord, et il y en a déjà eu d'ailleurs avec la Corée du Nord, ils étaient tous basés sur la réciprocité. Donc les Coréens attendaient que les Américains lèvent les sanctions pour accepter de dénucléariser. Comme Trump veut maintenir les sanctions jusqu'à la fin, évidemment, ça ne peut pas marcher. Mais ça va déboucher sur une impasse totale ou vous êtes quand même un peu rassuré de cette reprise en contact entre la Corée du Nord et Washington? Il y a un potentiel. Tout dépendra évidemment de l'élection présidentielle américaine. Biden a laissé entendre qu'il allait reprendre les négociations, qu'il allait conclure un accord, comme l'avait fait le président Clinton, par exemple. Mais avec Trump, on est toujours aussi à la merci de surprises. Il est tellement imprévisible, donc on peut espérer que s'il est réélu, il va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire laisser les diplomates, les experts, les négociateurs mettre en place un système gagnant-gagnant avec des concessions mutuelles. Ce sera déjà ma dernière question, Marc Fesneau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper cette escalade qui reprend? Est-ce qu'on attend la grande déflagration? Est-ce qu'il faut attendre une mobilisation de la société civile? Alors, la société civile, elle s'est déjà mobilisée. La campagne pour l'abolition des armes nucléaires a obtenu le prix Nobel, comme dans le passé aussi les médecins contre la guerre nucléaire. Mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut continuer. Il faut que le traité sur l'interdiction des armes nucléaires entre en vigueur. Il ne manque plus que 13 ratifications, donc ça va intervenir assez rapidement. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile aux puissances nucléaires de continuer à affirmer que finalement les armes nucléaires sont légitime, légal, que c'est reconnu par le traité de non-prolifération, parce que là, il y aurait évidemment une contradiction avec une autre norme qui succéderait. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est que les gens se mobilisent, et on a vu que les jeunes se mobilisent contre le dérèglement climatique, par exemple, et
prennent conscience qu'il s'agit bien d'une menace existentielle. Il y a aussi même des militaires qui se mobilisent contre les arsenaux nucléaires. Bien sûr. Regardez le site Global Zero, qui est un des principaux think tanks américains, lancé par les États-Unis, mais qui est international maintenant, qui est membre de cette ONG, d'anciens ministres, d'anciens généraux, d'anciens ambassadeurs, qui ont tous travaillé en faveur de la dissuasion, mais qui ont conclu qu'elle était dangereuse et inefficace, et que donc il fallait abolir ces armes avant qu'elles nous abolissent. Merci Marc Finot. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. 1917 milliards de dollars, c'est le montant astronomique des dépenses militaires mondiales l'année dernière. On ne parle plus ici seulement d'armes nucléaires, mais de l'ensemble des arsenaux guerriers. Qui sont les plus gros exportateurs, les plus gros acheteurs? Réponse avec Tamara Munkanovic. L'année dernière, les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte augmentation depuis une décennie, en progression de 3,6% par rapport à 2018, selon les données de l'Institut SIPRI. Sur le podium des pays qui dépensent le plus pour leur défense, les États-Unis, la Chine et l'Inde, suivis par la Russie et l'Arabie Saoudite. Les États-Unis, aussi numéro 1 des pays exportateurs d'armement, 246 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018 pour cette industrie. À eux seuls, les Américains fournissent plus d'un tiers des exportations mondiales. La moitié de ces ventes est destinée au Moyen-Orient, mais les pays européens et asiatiques s'avèrent aussi de bons clients lorsqu'il s'agit d'acquérir des avions de chasse. Deuxième, la Russie a vu ses exportations diminuer ces 5 dernières années. Elles s'élèvent encore à 21% des exportations mondiales. Quant à la France, troisième, ses ventes se portent très bien. Elles ont atteint leur plus haut niveau depuis 1990 et représentent 7,9% des exportations mondiales d'armes. En France, le secteur de la défense, c'est 400 000 emplois. Du côté des gros acheteurs qui se pressent dans les salons d'armement comme ici à Abu Dhabi, c'est l'Arabie Saoudite qui est le meilleur client du complexe militaro-industriel. Les importations saoudiennes ont plus que doublé ces 5 dernières années. Elles représentent à elles seules 12% des importations mondiales. L'Arabie Saoudite, qui depuis 5 ans est engagée dans le conflit au Yémen. Derrière le royaume saoudien, l'Inde occupe le 2e rang, sur fond de tensions croissantes avec son ennemi et voisin pakistanais, suivi par l'Égypte au 3e rang. Les rivalités entre puissances et l'accumulation des tensions régionales, principal moteur de ce marché qui se porte décidément très bien. Jamais depuis la crise de Cuba en 1962, la situation de la sécurité nucléaire n'avait été aussi catastrophique, je vous le disais en début d'émission. Voici le moment de rafraîchir nos mémoires. C'est un document tiré des archives de la télévision suisse romande et c'est notre rubrique ce jour-là. Regardez. Good evening, my fellow citizens. Pendant 6 jours, le monde a eu peur. Lundi 22 octobre à minuit, heure suisse, à la faveur d'un discours dramatique que toutes les chaînes de télévision et de radio des États-Unis devaient retransmettre, le président Kennedy révélait l'existence à Cuba de bases soviétiques pour fusées offensives. Afin de parer à la menace, il décidait d'imposer un strict embargo sur tout équipement militaire offensif destiné à l'île des Fleurs, exigeant du même coup le démantèlement des installations. Pendant 6 jours, le monde a cru à la guerre. Le mardi, Washington présentait à la presse ses photos, preuve flagrante de la présence chez les barbus de rampes de lancement. Mais aussitôt la question venait à l'esprit, pourquoi M. Khrouchtchev avait-il décidé ou accepté d'installer à Cuba un dispositif spectaculaire condamné à être immédiatement découvert, le maître du Kremlin ne pouvait l'ignorer, par les avions espions des États-Unis? La réponse n'a pas encore été trouvée. Pendant 6 jours, le monde a cru que les 2 géants allaient s'entre-dévorer pour l'île cubaine, cette fragile cacahuète jetée au large des côtes de la Floride. Afin que nul doute ne subsiste sur la fermeté de leurs intentions, les États-Unis mettaient en place un gigantesque dispositif militaire. 20 000 hommes, dont 6 000 Marines, s'en allaient dresser devant Cuba un formidable barrage. Pendant 6 jours, le monde a oublié un peu qu'au cœur de la confrontation se trouve une île pas plus grande que l'État de New York et dont le revenu équivaut aux sommes dépensées bon an mal an par les Américains en cosmétiques, Cuba.
Et voici en post-scriptum encore quelques liens utiles. Notre invité Marc Finot est un auteur prolixe. Tous ses articles sont à retrouver sur le site du Centre de politique de sécurité à Genève, à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Intéressant aussi les pages web de la campagne internationale pour l'abolition des armements nucléaires, ICAN, honorée en 2017 par le prix Nobel de la paix. Nous avions été intrigués l'été dernier par un mystérieux accident dans un centre russe de recherche militaire. À ce propos, l'émission C'est dans l'air sur France 5 recevait le général Dominique Trinquant. C'est un incident qui intervient sur des systèmes qui ont été déjà présentés par M. Poutine il y a 2 ans. C'est-à-dire le fait d'avoir une propulsion nucléaire sur un missile. On sait que les Russes veulent travailler là-dessus. Vous savez, la propulsion nucléaire chez nous, pour prendre un exemple chez nous, c'est quoi? C'est le porte-avions, c'est un sous-marin nucléaire, c'est une usine. C'est une véritable usine. Donc imaginez mettre ça sur un missile, c'est extrêmement compliqué. Et puis ce documentaire toujours disponible sur Arte YouTube, Sécurité nucléaire, le grand mensonge. Il est ici question du risque d'attaque contre nos centrales civiles. Le dossier est classé secret défense et c'est plutôt inquiétant. Rien n'est plus secret que la sécurité des sites nucléaires. On ne parle pas ici de sûreté liée au risque d'accident, mais de risque d'attentats terroristes, d'attaques, de sabotage ou d'explosions programmées. Un attentat nucléaire est-il possible ? Cette question reste un tabou absolu. Qu'il s'agisse de la crédibilité du risque, comme des moyens d'y faire face, au nom du secret défense, personne n'a le droit de savoir. J'ai franchement le sentiment que nous allons faire partie de la 6e extinction des espèces. Je ne pense pas du tout que notre espèce va finir le siècle, voilà, pour tout dire. Scientifiquement, là, si tu veux. Là, on parle du réchauffement. Là, on parle du réchauffement, on parle de tout, de la pollution et de tout. Et je pense qu'effectivement, nous avons engagé, par notre action humaine, nous avons engagé la 6e grande extinction des espèces, mais ce que nous ne voyons pas, c'est que nous éteindrons avec les autres. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que les mammifères, après 60 millions d'années, pour que les mammifères disparaissent. Et toi, tu dis la fin du siècle, donc il nous reste 80 ans, quoi. Moi, je dis, il nous reste 80 ans. Mais tu le sors d'où? Même pas. Non, mais c'est comme ça, c'est bon. Alors, ça peut être dès 2050, ou ça peut durer jusqu'à 2150, j'en sais rien, mais je ne m'intéresse pas à ce qui peut se passer à plus long terme, parce que je pense que nous ne sommes pas concernés. Honnêtement, j'en suis convaincu. Mais c'est une conviction, je fais pas de... C'est une conviction qui peut paraître même étonnante, étant donné qu'au contraire, nous sommes une espèce en expansion tellement rapide maintenant que ça peut poser des problèmes. Mais moi, je pense que c'est un espèce de chant du cygne et que... Et tu vois pas comment on peut le résoudre? Je pense pas qu'on ait les moyens, non. Le constat que tu fais, on va dire au soir de ta vie, c'est que le politique ne peut plus rien. Je ne pense plus qu'il ait le pouvoir. Sauf à faire une révolution, est-ce que le peuple puisse... Oui, mais... Si tu veux, c'est une contradiction. Il n'y aurait qu'un pouvoir très fort qui pourrait brutalement bloquer ces mauvaises évolutions et essayer de partir dans une autre voie. Il n'y aurait qu'un pouvoir très fort. L'expérience montre... Un pouvoir très fort, c'est une dictature. C'est une dictature. Et c'est presque une dictature à l'échelle mondiale qu'il faudrait. On comprend que c'est pas la peine que la France diminue ses effluents de gaz de serre si tout le monde le fait pas. Hein. Si la Chine le fait pas, bon. Il faut un gouvernement mondial très à poigne. Or, l'expérience m'a toujours montré que les gouvernements très à poigne vont rarement dans le sens de l'humain. Donc, oui. Donc, je ne vois pas comment la politique pourrait nous en sortir. Donc, on est bien dans la merde.